Mon frère et moi avons fini médecine. Lui, études payées. Moi, 2 euros et un mot, débrouille-toi. Il fêtait fièrement son diplôme sans dette. Puis je suis arrivée. 5 minutes plus tard, ma surprise a semé la panique. Je m'appelle Claire Laurent. J'avais 27 ans quand mes parents ont offert un avenir tout tracé à mon frère et m'ont tendu 2 euros comme si c'était une leçon de vie. Je me tenais dans leur cuisine, dans une banlieue chic de Versailles, le matin précédant sa grande fête, portant encore le sweat que j'avais enfilé après une garde de nuit, quand ma mère a fait glisser un mot plié sur le plan de travail sans même me regarder. J'ai pensé que c'était peut-être un chèque ou au moins un petit mot pour dire qu'il voyait enfin tous les efforts que j'avais fournis. Au lieu de ça, à l'intérieur, il y avait 2 pièces d'1 euro et une phrase écrite de la main soignée de mon père, « Débrouille-toi toute seule. Ça te rendra plus forte. » J'ai littéralement fixé ce mot pendant une seconde parce que mon cerveau refusait d'assimiler ce qui se passait. Mon frère et moi avions terminé nos études de médecine ensemble. Même diplôme, même ligne d'arrivée, même nom de famille. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait droit au traitement royal de l'enfant chéri. Ses prêts étudiants effacés, sa grande fête réservée, on portait des toasts à son avenir comme s'il avait accompli quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne pouvait comprendre. Tandis que moi, j'étais traitée comme si la galère était un cadeau dont je devais me montrer reconnaissante. Quand j'ai demandé en quoi cela avait du sens, j'ai eu la même réponse que celle que j'entendais depuis toujours. Il avait besoin de plus d'aide. J'étais la forte. Il avait besoin de soutien. Je m'en sortirais très bien. Puis ils m'ont rappelé de ne pas être en retard à sa fête de célébration ce soir-là. Comme si me pointer pour applaudir la différence entre nous faisait aussi partie de mon travail. J'ai dit que je serais là, même si ma poitrine était si serrée que j'avais l'impression qu'elle allait se fendre. Puis je suis sortie rejoindre ma voiture, tenant toujours ce mot, et mon téléphone s'est allumé avec un message qui a changé toute la soirée. 5 minutes après mon arrivée à cette fête, plus personne ne célébrait ce qu'il croyait célébrer. Mon frère a toujours été celui qu'il était facile de célébrer. Même avant que nous soyons en âge de comprendre ce qu'était le favoritisme, je le ressentais dans la façon dont les adultes se tournaient d'abord vers lui. Il avait ce genre d'énergie que les gens remarquaient dès l'instant où il entrait dans une pièce. Il riait fort, se faisait vite des amis, et donnait toujours l'impression d'être exactement à sa place. J'étais plus discrète. J'aimais la structure, les livres, et le genre de questions qui ne suscitaient pas des conversations passionnantes à l'heure du dîner. Quand nous étions enfants, cette différence semblait inoffensive. Le temps que nous devenions adolescents, c'était devenu toute l'histoire de notre famille. S'il marquait un but au foot, mes parents prenaient des photos, les publiaient sur les réseaux et nous emmenaient tous dîner au restaurant. Si je gagnais un concours de sciences, ils me disaient qu'ils étaient fiers de moi et me demandaient si je pouvais faire réchauffer les restes en rentrant à la maison. J'ai appris très tôt qu'être brillante en privé ne comptait pas autant qu'être rayonnante en public. Mon frère attirait l'attention parce qu'il était charismatique. J'attirais les attentes parce que j'étais fiable. Quand il a eu 18 ans, il a eu une voiture avec un énorme nœud rouge garé dans l'allée. Quand j'ai eu 18 ans, 3 mois plus tard, j'ai eu un agenda et un sermon sur l'importance d'être pragmatique. Ma mère disait que j'étais assez mature pour comprendre que tous les cadeaux ne devaient pas forcément être tape-à-accent grave-l'œil. Mon père disait que j'avais de la chance, car la force de caractère importait plus que le luxe. C'était toujours présenté comme de la sagesse, alors qu'il s'agissait simplement d'un traitement inégal dissimulé sous des voix douces. Le plus étrange, c'est que je ne détestais pas mon frère pour tout ça. Il n'a jamais été cruel envers moi quand nous étions enfants. Parfois, il avait même l'air gêné quand nos parents rendaient la chose trop évidente. Mais il ne s'y est jamais opposé non plus. Il n'a jamais dit, peut-être que Claire mérite ça, elle aussi. Il ne leur a jamais dit de venir à ma finale régionale de sciences au lieu d'assister à un énième de ses matchs. Il acceptait cette version de notre famille qui jouait en sa faveur. Et avec le temps, ce silence est devenu un choix à part entière. Au lycée, nos avenirs s'écrivaient déjà différemment sous le même toit. C'était lui que l'on décrivait comme prometteur. J'étais celle que l'on décrivait comme capable. Ces deux mots se ressemblent, jusqu'à ce que vous viviez à l'intérieur.
Prometteur obtient du soutien. Capable est laissée livrer à elle-même. Quand nous avons tous les deux dit que nous voulions faire médecine, mes parents ont réagi comme si cela confirmait ce qu'ils avaient toujours cru. Mon frère, disait-il, avait le sens du contact humain pour devenir un médecin que tout le monde adorerait. Moi, j'avais la discipline nécessaire pour survivre aux épreuves difficiles sans beaucoup d'aide. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne faisait pas que le favoriser. Il bâtissait toute une philosophie pour justifier pourquoi c'était raisonnable. Il était leur investissement. J'étais la preuve que la négligence pouvait être qualifiée de force si l'on employait le bon ton. Plus nous grandissions, plus ce message me poursuivait. Si je résolvais un problème toute seule, c'était la preuve que je n'avais pas besoin de soutien. S'il galérait, c'était la preuve qu'il en méritait davantage. À chaque fois que je m'adaptais, les exigences s'éloignaient encore plus. À chaque fois qu'il trébuchait, la famille faisait bloc autour de lui. Et d'une certaine manière, à la fin du lycée, tout le monde agissait comme si c'était tout simplement ainsi que fonctionnait la vie. J'étais la forte. Il était celui qui avait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. En y repensant aujourd'hui, je crois que c'est ce mensonge qui a façonné tout ce qui a suivi. La fac a rendu la différence entre nous impossible à ignorer. Nous avons tous les deux été acceptés en première année de médecine, et pendant un temps, j'ai cru que le fait de quitter la maison remettrait les compteurs à zéro. Ce ne fut pas le cas. Mon frère appelait mes parents à chaque fois qu'un cours le stressait. Et miraculeusement, une solution apparaissait presque immédiatement, un tuteur privé, de l'argent supplémentaire, une visite, des encouragements, un discours sur son intelligence et sur le fait que les échecs arrivaient à tous les futurs leaders. Quand j'appelais, j'obtenais des conseils. Quand il appelait, il obtenait des ressources. C'était le schéma. Je travaillais dans un café avant les TD du matin et je prenais des remplacements le week-end pour payer mon loyer et mes livres. J'ai appris exactement combien de temps je pouvais faire durer un plein d'essence et exactement quel supermarché près du campus soldait les fruits et légumes le jeudi soir. Je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour réviser mes partiels de biochimie, et je continuais de me pointer pour faire du bénévolat à l'hôpital parce que je savais que si je voulais être compétitive, je devais être plus qu'excellente. Je devais être incontestable. Mon frère avait plus de difficultés dans certaines des matières scientifiques fondamentales. Mes parents ont payé des cours particuliers sans hésitation. Lorsqu'il a eu besoin d'une prépa privée hors de prix pour préparer les épreuves classantes nationales, ECN, ils ont appelé ça un investissement pour son avenir. Quand j'ai obtenu d'excellents résultats du premier coup en utilisant des livres d'occasion, des annales de la bibliothèque et des concours blancs trouvés sur Internet, mon père a hoché la tête et a dit « C'est bien du clair, ça ». Ce n'était jamais des félicitations comme c'était le cas pour lui. Ce n'était jamais de l'émerveillement. C'était presque pire que d'être ouvertement rejeté, parce que c'était comme si mon succès était traité comme une commodité émotionnelle pour les autres. J'étais facile à vivre. Je ne demandais pas d'entretien. J'étais l'enfant dont il n'avait pas à s'inquiéter. Et d'une certaine façon, c'est devenu une permission de ne pas être présent pour moi. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'argent en soi. C'était ce que l'argent représentait. Chaque chèque fait à son nom disait « Nous croyons que ton rêve compte ». Chaque euro qu'on me refusait disait « Prouve que tu mérites qu'on te voie ». Au moment où nous avons entamé notre internat, je traînais déjà des prêts étudiants qui me nouaient l'estomac à chaque fois que j'ouvrais mon compte bancaire. Mon frère est entré dans ce même monde avec un fardeau bien plus léger parce que nos parents avaient payé plus de la moitié de ses dépenses passées. J'y suis entré avec des dettes, de l'épuisement, et la conviction obstinée que si je continuais simplement d'avancer, la vérité deviendrait un jour trop évidente pour être ignorée. L'internat a été brutal pour nous deux, mais pas de la même manière. Nous avons tous les deux étudié. Nous avons tous les deux souffert de semaines sans sommeil et de stages sous haute pression. Mais quand il heurtait un mur, les gens accouraient. Quand je heurtais un mur, je réorganisais ma vie et je continuais d'avancer. Je préparais du café à 5 heures du matin avant les visites de service. Je prenais des notes si détaillées que mes camarades me demandaient de les emprunter.
Je me portais volontaire pour des heures cliniques supplémentaires parce que j'avais besoin de lettres de recommandation assez solides pour rivaliser avec ceux qui avaient des relations familiales et une bouffée d'oxygène financière. Mon frère travaillait dur lui aussi, mais il travaillait dur sur des fondations différentes. Il avait le temps de récupérer. Il avait cet espace mental qui vient du fait de savoir que quelqu'un vous rattrapera si vous tombez. Je n'avais rien de tout ça. Et pourtant, je suis resté parmi les premiers de la promotion. Non pas parce que quelqu'un m'a dégagé le chemin, mais parce que j'avais arrêté d'attendre que quelqu'un le fasse. Il y a eu des moments où j'ai failli me convaincre que ça allait. Mon frère et moi rigolions encore ensemble parfois. Nous partagions toujours nos notes, nous nous interrogions avant les examens et nous allions manger un bout tard le soir après de longues gardes à l'hôpital. Il n'était pas mon ennemi, mais de temps en temps, il se passait quelque chose qui me ramenait brutalement à la réalité. Mes parents ont pris l'avion pour assister à l'une de ces cérémonies de remise de la blouse blanche et ont pris des photos comme s'il était la première personne de notre lignée à en porter une. Ils ont raté ma présentation de recherche le mois suivant parce que ma mère a dit que faire la route 2 fois de suite serait trop fatigant. Quand j'ai été sélectionnée pour un parcours de recherche clinique très convoité, ils m'ont demandé si cela n'allait pas interférer avec ma capacité à me reposer. Quand il a été invité à un dîner de réseautage, ils ont réservé des vols immédiatement. Ce n'était pas une seule trahison géante. C'était une mort à petit feu par un millier de petites décisions. Et chacune de ces décisions pointait dans la même direction. Il était préparé à briller. J'étais entraîné à endurer. Au début de nos dernières années, j'avais arrêté de me demander s'il voyait la différence. Il la voyait. Ils préféraient juste la version de l'histoire où leur fils avait davantage besoin d'eux que leur fille. Cette histoire les faisait se sentir généreux. La vérité les aurait forcés à se poser des questions plus difficiles sur l'enfant qu'ils avaient laissé tomber. Tout a commencé à changer l'année où j'ai rencontré le professeur Evelyne Moreau. Elle faisait partie de ces personnes capables d'entrer dans une salle de déchocage pleine de bruit, de sang et de panique, et de faire en sorte que toute la pièce se concentre sans même élever la voix. Elle ne gaspillait pas ses mots. Elle ne flattait pas les gens. Elle se fichait du charme, contrairement à tant d'autres en médecine. Elle se souciait de la précision, du discernement, et de savoir si vous arriviez parfaitement préparé. La première fois que j'ai travaillé avec elle pendant un stage, elle m'a posé 3 questions de suite sur le cas d'un patient et a attendu pendant que je réfléchissais à chaque réponse, au lieu de me précipiter pour combler le silence. Quand j'ai terminé, elle a fait un petit signe de tête et a dit « Bien. Vous réfléchissez vraiment, vous n'êtes pas en représentation. » Cette seule phrase a eu plus d'impact que n'importe quel compliment reçu depuis des années. La plupart des gens remarquaient ceux qui prenaient de la place, elle remarquait ceux qui pouvaient supporter la pression sans s'effondrer. J'ai commencé à passer plus de temps dans le laboratoire d'innovation clinique qu'elle supervisait, en l'aidant sur un projet de recherche visant à améliorer les protocoles d'urgence dans les cas de traumatisme à haut risque. Au début, j'étais juste reconnaissante d'être incluse. Puis, j'ai réalisé qu'elle me confiait plus de responsabilités qu'à n'importe qui d'autre à mon niveau. Elle me faisait confiance pour repérer dans les données des tendances qui échappaient aux autres. Elle m'a laissé l'aider à construire la structure d'une étude qui a plus tard attiré une attention sérieuse de la part du service. J'étais toujours épuisée, je jonglais toujours avec plus de choses que je ne voulais bien l'admettre. Mais pour la première fois, j'avais l'impression que mes efforts se transformaient en quelque chose de plus grand qu'une simple survie. Le professeur Moreau ne me disait pas que j'étais forte pour ensuite s'en laver les mains. Elle me poussait dans mes retranchements parce qu'elle respectait assez mon intellect pour en attendre davantage. Cette différence m'a changé. Elle a aussi perçu bien plus de ma dynamique familiale que je ne l'avais imaginé. Mes parents ont assisté à quelques événements du service lors de cette dernière année. Surtout ceux où mon frère serait visible par les bonnes personnes. Ils étaient toujours tirés à 4 épingles, toujours chaleureux, toujours pressés de parler de son avenir d'une manière qui les faisait passer pour des visionnaires d'un grand soutien. Si mon nom venait sur le tapis, c'était avec ce même ton doux qu'ils utilisaient depuis toujours. Claire a toujours été indépendante. Claire n'a jamais besoin de grand-chose. Claire est tout simplement douée pour gérer les choses par elle-même. La première fois que le professeur Moreau a entendu ça, j'ai vu quelque chose changer dans son expression.
Elle n'a pas réagi ouvertement. Mais plus tard, alors que nous examinions des données dans son bureau, elle m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Est-ce que votre famille a toujours confondu la négligence avec la confiance qu'ils vous portent? J'ai ri petit rire amer parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Puis j'ai dit oui. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de prétendre que la situation était trop subtile pour être nommée. Au cours des mois suivants, je suis devenue l'une de ses principales chercheuses associées. Elle m'a poussé plus fort que quiconque ne l'avait jamais fait. Elle m'a obligée à défendre mes conclusions, à corriger mes raisonnements bancals et à arrêter de m'excuser à chaque fois que j'entrais dans une pièce où j'avais tout à fait ma place. Elle m'a appris que la compétence n'avait pas besoin d'arriver en souriant et en étant reconnaissante. Elle pouvait arriver préparée. Elle pouvait arriver calme. Elle pouvait arriver après des années passées à être sous-estimée, et rester malgré tout impossible à ignorer. Pendant ce temps, mon frère continuait de naviguer dans le système comme il l'avait toujours fait. Il reniflement se faisait des relations facilement. Il impressionnait les gens lors des entretiens. Il ressemblait exactement au genre de futur médecin en qui les familles avaient confiance 5 minutes après l'avoir rencontré. Nos parents adoraient ça. Il commençait déjà à parler du genre de médecin-chef qu'il pourrait devenir, du genre à présider des comités, à charmer les donateurs et à gravir les échelons rapidement parce que les gens l'aimaient bien. Ce qu'il ne semblait jamais remarquer, c'est que sous son assurance, il y avait des failles. Il avait commencé à compter sur leur approbation de la même manière que j'avais passé des années à en être affamé. Leur soutien ne l'avait pas rendu plus fort. Il l'avait rendu dépendant de l'approbation constante. Je ne pense pas qu'il le comprenait pleinement encore. Moi-même, je le comprenais à peine. Mais je voyais assez clair pour savoir que la différence entre nous n'était plus seulement émotionnelle. Elle était structurelle. Je m'étais construit une vie intérieure autour de la discipline, de la maîtrise de soi, et de la capacité à continuer sans applaudissements. Il s'était construit une vie publique autour de l'attention, de l'élan et de la supposition que quelqu'un écarterait le prochain obstacle. Les deux peuvent mener loin. Mais un seul survit bien quand les règles du jeu changent. Vers la fin de cette année-là, après une garde particulièrement difficile, le professeur Moreau m'a demandé de rester. Elle a fermé la porte de son bureau, m'a tendu une bouteille d'eau et a dit « Il y a quelques programmes et prix qui se fichent de savoir de qui vous êtes l'enfant ou qui a payé vos factures. Ils se soucient uniquement de savoir si votre travail a de la valeur. Je veux que votre nom soit sur leur bureau. » Je ne le savais pas encore, mais cette conversation marquait le début de la fin de la version de ma vie que mes parents avaient écrite pour moi. Le message que j'ai reçu dans ma voiture ce matin-là venait du professeur Moreau. Elle me demandait si je pouvais passer à son bureau avant midi, car elle avait des nouvelles qu'elle ne voulait pas m'annoncer par téléphone. J'y suis allée avec les 2 € toujours dans mon sac, et ce mot toujours plié en deux, comme s'il finirait par prendre plus de sens si j'attendais assez longtemps. Ce ne fut pas le cas. Son assistante a souri à mon arrivée et m'a dit « Félicitations » avant même que je me sois assise. Et pendant une étrange seconde, j'ai cru qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Puis le professeur Moreau est entré avec un dossier et a fermé la porte derrière elle. « Claire, a-t-elle dit, je viens d'en avoir la confirmation. Vous avez été sélectionnée pour le prix national d'innovation clinique, et la fondation de l'hôpital a approuvé la bourse d'excellence qui l'accompagne, liée à vos recherches sur les protocoles de traumatologie. En plus de ça, le programme d'internat que vous avez mis en premier choix souhaite vous faire une offre anticipée pour un poste de chef de clinique. » Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Je suis juste restée là, à la fixer, pendant que tout mon corps devenait froid et chaud en même temps. Ce reniflement n'était pas juste une porte qui s'ouvrait. C'était des années de portes verrouillées qui cédaient toutes d'un coup. Mon travail avait compté. Pas en privé, pas silencieusement. Publiquement, officiellement, par écrit. Assez pour effacer la dette qui pesait sur moi comme un second travail que je n'avais même pas encore commencé à payer. Assez pour me mettre dans une position que personne ne pourrait honnêtement qualifier de chanceuse. Le professeur Moreau m'a laissé profiter de mon silence un instant. Puis elle a dit quelque chose qui a changé la tournure de la journée. J'ai été invitée à la fête de ce soir.
Vos parents ont fait circuler des invitations dans le service un peu plus tôt cette semaine, parce qu'ils essaient clairement de faire bonne impression auprès de plusieurs personnes qui seront importantes pour votre frère. Je continuais de la regarder. Elle savait exactement ce que cette phrase impliquait. S'ils utilisent cette soirée pour présenter une fausse version de ce qui s'est passé, a-t-elle poursuivi, je refuse de m'asseoir dans cette pièce et de les y aider. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, même si je le savais déjà. Elle a posé le dossier devant moi et s'est adossée à sa chaise. Je veux dire que s'ils comptent célébrer publiquement un de leurs enfants tout en minimisant l'autre, et ce devant la même communauté professionnelle qui vous a vu travailler, je suis prête à rétablir la vérité. J'ai senti un os se serrer dans mon estomac. Une part de moi voulait ça tellement fort que ça m'effrayait. Une autre part de moi voulait encore protéger tout le monde de cette vérité que j'avais passé des années à ravaler. J'ai dit que je ne voulais pas avoir l'air aigri. J'ai dit que je ne voulais pas gâcher la soirée de mon frère. Le professeur Moreau m'a lancé un regard si soutenu qu'il m'a obligé à me redresser. Claire, a-t-elle dit, la vérité n'est pas un vol. Si quelqu'un a construit un événement sur un récit injuste, l'effondrement de ce récit n'est pas de votre faute. C'est la conséquence du retour à la réalité. J'ai quitté son bureau en portant le dossier comme si c'était à la fois un trophée et une bombe à retardement. À mi-chemin de ma voiture, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon frère. Il écrivait, « Je sais que ce soir c'est bizarre. S'il te plaît, ne crée pas de tension. Maman est déjà à fleur de peau et papa veut que tout se passe bien. » Je l'ai lu 2 fois. Pas parce que c'était compliqué, mais parce que ça confirmait ce que je ne m'étais jamais totalement permis de dire à voix haute. Il savait. Peut-être pas tout. Peut-être pas tout le poids de ce que ça m'avait coûté, mais il en savait assez pour comprendre que cette soirée était bâtie sur quelque chose de malsain, et son premier instinct était quand même de protéger l'événement, pas moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai regardé à travers le pare-brise une file d'inconnus traverser la rue, vivant leur propre vie, ignorant que la mienne venait de se scinder en un avant et un après sans m'avoir demandé ma permission. Quand j'ai enfin répondu, j'ai simplement écrit « Je serai là ». Le reste de l'après-midi m'a semblé irréel. Ma mère m'a envoyé une photo de la disposition des tables et m'a rappelé de m'habiller correctement. Mon père a envoyé un message sur l'importance de cette soirée pour la fierté de la famille. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a demandé si j'avais des projets après l'obtention de mon diplôme, si j'allais bien, ou si j'avais moi-même de bonnes nouvelles. C'était comme si le rôle qu'il m'avait assigné était si figé que rien d'autre ne pouvait y entrer. La fille capable d'encaisser. La fille qui applaudirait poliment. La fille dont les efforts ne comptaient que lorsqu'ils mettaient les autres à l'aise. Quand je me suis habillée ce soir-là, je ne tremblais plus. J'étais fatiguée, d'une manière qui me semblait presque purificatrice. Pendant des années, j'avais attendu la bonne conversation en privé, le bon moment de calme, le bon ton émotionnel qui ferait enfin comprendre à mes parents ce qu'ils avaient fait. Mais les familles comme la mienne ne changent généralement pas en privé. Le privé, c'est là où il se trouve des excuses. Le public, c'est là où la réalité les coince. Et quelque part au fond de moi, je crois que je savais qu'au moment où je mettrais les pieds dans ce club privé, la version de moi sur laquelle il comptait avait déjà disparu. La fête se déroulait dans un club privé avec vue sur la Seine. Le genre d'endroit que les gens louent quand ils veulent qu'un événement ait l'air à la fois chic et naturel. À l'accueil, il y avait un panneau de bienvenue dans un cadre doré avec le nom complet de mon frère écrit en lettres élégantes, et les mots « médecin sans dette » juste en dessous. Rien dans cette formulation n'avait de sens si on y réfléchissait plus de 2 secondes. Mais la plupart des gens ne réfléchissent pas beaucoup quand l'argent et l'assurance sont suffisamment bien emballés. La salle elle-même ressemblait à tous les mensonges familiaux bien polis au milieu desquels j'avais grandi, des bougies, des fleurs blanches, une vue sur la ville, un diaporama qui tournait déjà sur un mur avec des photos de bébés, des photos de sport, des photos de remise de diplômes. Et des moments en famille soigneusement choisis où il était toujours au centre, et où tous les autres n'existaient qu'en arrière-plan. Je portais une robe bleu marine qui me vieillissait un peu et me donnait l'air plus calme que je ne l'étais. Dès l'instant où je suis entrée, ma mère a eu l'air soulagée. Pas de me voir, mais de voir que je n'étais pas encore devenue un problème.
Elle m'a fait la bise et m'a immédiatement demandé si je pouvais aller voir un des serveurs parce que les marque-places végétariens avaient été déplacés et « ton cousin est impossible avec la nourriture ». C'est la première chose qu'elle m'a dite. Pas « tu es magnifique ». Pas « merci d'être venu ». Pas « comment vas-tu ». Je suis restée plantée là une seconde de trop, puis j'ai hoché la tête et je l'ai fait, parce que les vieilles habitudes ne meurent pas à la seconde où vous les remarquez. À l'autre bout de la pièce, mon père présentait mon frère à deux chefs de service, une main sur son épaule, comme s'il avait personnellement fabriqué son avenir. Mon frère présentait bien, détendu en apparence, tendu autour des yeux si on le connaissait bien. Quand il m'a vu, il a fait un petit sourire qui était à moitié une excuse et à moitié une demande de paix. Je ne lui ai pas rendu. J'ai simplement marché vers les tables après avoir parlé au personnel, et j'ai analysé la pièce comme j'avais appris à analyser chaque pièce susceptible de devenir dangereuse. Le professeur Moreau est arrivé 10 minutes plus tard, dans une robe vert sombre, avec cette prestance qui faisait que les gens s'écartaient légèrement sur son passage sans vraiment comprendre pourquoi. Mon père s'est précipité pour l'accueillir avec une chaleur presque exagérée. Il était ravi qu'elle soit venue. Pour lui, elle était juste un autre nom prestigieux dans le public de l'histoire qu'il voulait raconter. J'ai observé leur interaction depuis l'autre bout de la pièce et j'ai vu l'instant exact où il a réalisé qu'elle n'était pas là pour jouer le rôle qu'on lui avait assigné. C'était subtil, juste une pause, un léger recalcul dans son regard. Il a vite repris contenance, mais je l'ai vu. Je crois qu'elle voulait que je le voie aussi. Le dîner a été annoncé peu après, et le plan de table a révélé toute la vérité avant même que quiconque ne prononce un mot. Mon frère était à la table d'honneur avec mes parents, deux chefs de service, un mécène de l'hôpital et le professeur Moreau. On m'avait placé à une table secondaire avec des membres de la famille éloignés et des amis. Pas cachés, exactement, juste classés. Tout le monde a fait semblant de ne rien remarquer. C'était toujours ça, la cruauté de la chose. La hiérarchie était évidente, mais la politesse servait à effacer toute responsabilité. Je me suis assise, j'ai déplié ma serviette et j'ai senti quelque chose devenir très calme à l'intérieur de moi. Ce n'était pas un accident. Rien de tout cela ne l'était. Mon père a inauguré les discours officiels après la première entrée, debout, une flûte de champagne à la main, avec un sourire qui semblait assez répété pour passer à la télévision locale. Il a parlé de sacrifice, de famille et de fierté. Il reniflement a dit à quel point c'était significatif de voir son fils entrer dans la médecine sans le fardeau des dettes, prêt à servir, prêt à diriger, prêt à faire la différence. Puis il a prononcé la phrase qui a glacé le sang dans mes veines. Nous avons toujours su lequel de nos enfants avait besoin d'une base plus solide, et ce soir nous sommes fiers de dire que nous la lui avons offerte. Quelques personnes ont applaudi. Quelques-unes m'ont jeté un coup d'œil avant de détourner les yeux. Ma mère a pris le relais et a réussi, je ne sais comment, à faire pire. Elle a décrit mon frère comme l'enfant qui portait l'avenir de la famille de manière visible, celui qui rassemblait les gens, celui qui en inspirait d'autres. Puis, avec cette même voix agréable que j'entendais depuis toujours, elle a ajouté que tous les enfants n'ont pas besoin du même genre d'investissement. Certains sont tout simplement faits pour réussir par eux-mêmes. C'était la version publique la plus propre du traitement qu'il m'infligeait depuis des années. Ils ne faisaient pas que le féliciter. Ils expliquaient pourquoi j'avais mérité moins. Mon frère s'est levé avant même que les applaudissements ne se soient complètement éteints. Il n'avait plus l'air heureux maintenant. Il avait l'air pris au piège. Il a remercié tout le monde d'être venu, a remercié nos parents, a remercié les professeurs de la fac qui avaient pris le temps d'être là. Puis il s'est arrêté. Je l'ai regardé fixer mes parents, puis moi. Il y a eu un silence assez long pour que l'atmosphère de la pièce change. Finalement, il a dit, il y a quelque chose ce soir qui ne me semble pas juste. Ma mère a murmuré son prénom dans un souffle, sec et menaçant. Il a continué. Claire et moi avons franchi la même ligne d'arrivée. Elle a travaillé tout aussi dur que moi. Plus dur, honnêtement. Il y a eu des murmures à ce moment-là. De petits murmures, le genre qui se propage vite dans des pièces pleines de gens instruits qui soupçonnent déjà bien plus que ce qui a été dit. Mon père s'est levé à moitié de sa chaise et a laissé échapper un petit rire sec qui sonnait faux.
Ce que ton frère veut dire, a-t-il dit, c'est que nous sommes fiers de nos 2 enfants, mais ce soir concerne simplement une étape bien spécifique. Médecin sans dette, parce que vous avez payé pour ça, a rétorqué mon frère, et cette fois sa voix était plus ferme. Je n'ai pas mérité ça de la manière dont tout le monde ici est encouragé à le penser. La pièce était devenue complètement silencieuse. Le visage de ma mère avait perdu ses couleurs. Elle essayait de sourire comme s'il faisait preuve d'humilité, comme si tout cela était charmant et sous contrôle, mais l'atmosphère n'avait plus rien de contrôlé. C'est alors que le professeur Moreau s'est levé de sa chaise. Elle n'a pas levé son verre. Elle n'a pas demandé la permission. Elle s'est simplement levée et a parlé de ce même ton calme qu'elle utilisait au bloc opératoire quand tout le monde paniquait. Puisque l'honnêteté semble s'être invitée dans la pièce, c'est peut-être le moment approprié pour partager un tableau plus complet des accomplissements de la famille Laurent cette année. Personne n'a bougé. Personne n'a même tendu la main vers son verre. Elle m'a regardé directement en premier, presque comme pour m'ancrer, puis s'est tournée vers l'Assemblée. Claire Laurent vient de se voir décerner le prix national d'innovation clinique pour ses travaux sur les protocoles de réponse en traumatologie, une distinction accordée à l'un des candidats les plus brillants de sa promotion. Le Conseil a également approuvé une importante bourse d'excellence liée directement à ses contributions de recherche, ce qui signifie que la dette qu'elle a contractée pendant ses études de médecine sera effacée, non pas par préférence parentale, mais par son seul mérite. On pouvait presque sentir la pièce pivoter. C'était physique. Des têtes qui tournaient, des épaules qui se redressaient. Le courant est passé en un instant d'une admiration mise en scène à une véritable attention. Mais le professeur Moreau n'avait pas terminé. Elle a poursuivi en disant que Claire avait également reçu une offre anticipée pour le poste de chef de clinique du programme d'internat qu'elle avait mis en premier choix. Et que plusieurs aspects du projet d'innovation clinique actuellement discuté dans tout le service avaient été développés à partir des analyses et du travail de terrain de Claire. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout fait voler en éclats. J'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants qui savaient comment impressionner une assemblée. Beaucoup moins savent porter des responsabilités, résister à la pression et produire un travail d'excellence sans être protégés des difficultés. Claire a fait tout cela en finançant son propre parcours dans un système qui a fait de la place aux autres beaucoup plus facilement qu'à elle. Le silence qui a suivi a été presque plus assourdissant que des applaudissements. Puis les applaudissements sont arrivés quand même. Forts, immédiats, non fins. De vraies personnes se tournaient complètement vers moi maintenant. L'un des chefs de service s'est levé. Puis un autre. Un donateur à la table d'honneur s'est penché vers le professeur Moreau et a posé une question sur mon projet. Quelqu'un à ma table a dit, « Mon Dieu, Claire, pourquoi personne ne nous a rien dit ?» J'ai failli rire en entendant ça, parce que la réponse était assise au centre de la pièce, le regard abasourdi. Mon père a essayé le premier. Il s'est levé rapidement et a dit, « Bien sûr, nous sommes fiers de Claire aussi. C'est une nouvelle merveilleuse. Absolument merveilleuse. » Comme si une fierté annoncée après une humiliation publique pouvait passer pour un sentiment sincère. Ma mère a enchaîné avec un commentaire sur le fait que chaque enfant a des besoins différents et que Claire a toujours été une grande travailleuse indépendante. C'est à ce moment-là que le professeur Moreau s'est tourné vers eux avec cette expression parfaitement maîtrisée qui signifiait généralement qu'elle était sur le point de clore une discussion en une seule phrase. Il y a une différence, a-t-elle dit, entre croire qu'un enfant est capable, et décider que son silence permet de l'ignorer plus facilement. Personne n'est venu à leur rescousse après ça. Personne ne le pouvait. La salle avait vu trop de choses en trop peu de temps. Mon frère s'est rassis et a couvert sa bouche d'une main, comme s'il venait enfin d'entendre le véritable son de sa propre vie. Les invités ont commencé à quitter leur place pour venir vers moi. Un médecin titulaire m'a interrogé sur mes prochaines étapes. L'un des chefs de service qui avait passé la première moitié de la soirée à parler presque exclusivement à mon frère a demandé si nous pouvions fixer un rendez-vous pour discuter de mes recherches après l'obtention de mon diplôme. Une femme de la fondation de l'hôpital m'a félicité et a dit qu'elle avait déjà entendu mon nom de la bouche de personnes qui respectaient mon travail. Cette phrase m'est restée, parce qu'elle signifiait que la reconnaissance s'était construite autour de moi silencieusement depuis longtemps. Mes parents n'étaient tout simplement pas ceux qui écoutaient.
Le plus surréaliste a été de regarder ma mère essayer de s'immiscer dans la nouvelle histoire qui se formait en temps réel. Elle m'a touché le bras et a dit à un groupe, « Claire nous a toujours impressionnés. » C'était la même voix qu'elle utilisait pour présenter mon frère aux gens importants. Mais ça sonnait différemment maintenant. Il n'y avait plus de chaleur, seulement de la panique. Mon père a commencé à dire à quelqu'un à la table d'à côté qu'il avait toujours enseigné la résilience à ses 2 enfants. Et j'ai littéralement vu l'un des chefs de service le regarder avec une déception à peine voilée. C'est à cet instant que j'ai su que les conséquences dureraient plus longtemps qu'une seule nuit. Ce n'était pas juste de la gêne. C'était leur crédibilité qui se brisait en public. Mon frère m'a rejointe quelques minutes plus tard près des fenêtres qui donnaient sur la Seine. Le reste de la pièce bourdonnait encore, mais pour la première fois de la soirée, il n'avait l'air de personne de spécial, juste un jeune homme fatigué coincé dans une histoire qui était allée plus loin qu'il ne l'avait prévu. Reniflement, il a dit, « Je suis désolé. » Et je l'ai cru. Puis il a dit quelque chose que j'avais attendu d'entendre d'un membre de ma famille pendant des années. Ils ne m'ont pas soutenu davantage parce que j'étais meilleur. Ils m'ont soutenu davantage parce que ça leur faisait du bien de se sentir indispensable. Et je les ai laissés faire. Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai répondu, « Oui, c'est vrai. » Il a hoché la tête une fois, comme s'il méritait cette réponse. De l'autre côté de la pièce, nos parents essayaient encore de sauver la face, souriant encore trop, parlant encore trop vite, réalisant encore que le public qu'ils avaient rassemblé pour une célébration s'était transformé en témoin. Et en me tenant là, avec les lumières de la ville qui se reflétaient dans la vitre à côté de moi, j'ai compris quelque chose qui m'a aidé à mieux respirer. Je n'avais pas besoin de les détruire. Je n'avais même pas besoin de me disputer avec eux. Tout ce que j'avais à faire, c'était de rester debout pendant que la vérité finissait son travail. Les retombées ont commencé avant même que la soirée ne soit terminée. L'événement ne s'est pas achevé par une dispute dramatique avec des cris ou des verres brisés, ou quoi que ce soit que l'on pourrait qualifier de théâtral. Ça s'est terminé par quelque chose de bien pire pour mes parents. Ça s'est terminé par des gens qui changeaient discrètement d'avis sur eux. Dans des familles comme la mienne, l'image est primordiale. Mes parents avaient passé des années à se forger une réputation de personnes généreuses, raffinées, profondément impliquées, le genre de personnes qui élevaient des enfants brillants grâce à leur sagesse et leur sacrifice. Ce que cette salle a vu à la place, c'est un couple qui avait bruyamment financé un enfant et justifié d'avoir affamé l'autre, émotionnellement et financièrement, en appelant cela de la confiance. Aucun sourire ne pourrait recoller les morceaux à l'heure du dessert. Au cours de la semaine suivante, le changement est devenu impossible à rater. Les collègues qui répondaient habituellement tout de suite aux messages de ma mère mettaient plus de temps. Mon père a cessé d'entendre ce ton enthousiaste de la part des gens qu'il charmait facilement autrefois. Les amis qui adoraient être invités dans l'orbite de leur famille parfaite semblaient soudainement avoir d'autres projets. Personne ne les a confrontés de manière directe et dramatique. Ils sont juste devenus plus difficiles à impressionner, plus difficiles à croire. C'était la conséquence qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mon frère m'a appelé 2 jours plus tard pour me demander si on pouvait se voir dans un endroit neutre. On a fini dans un petit café près de l'hôpital où tout le monde se fichait de savoir qui étaient nos parents. Il avait l'air fatigué, dépouillé d'une certaine façon, comme si la partie de lui qui était toujours en représentation s'était finalement brisée et que personne ne s'était précipité pour la réparer. Il m'a dit qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé, et à tout ce qui s'était passé avant ça. Il m'a dit que l'attention qu'il avait reçue en grandissant lui avait fait du bien au début, puis lui avait semblé normale, puis nécessaire. Il a admis que quelque part en chemin, il avait commencé à évaluer sa propre valeur en fonction de la réaction de nos parents face à lui. Il a dit que lorsqu'il a vu la salle se tourner vers moi au club, ça lui a fait mal au début, non pas parce qu'il me détestait, mais parce qu'il réalisait à quel point il était devenu dépendant du fait d'être l'élu. Cette honnêteté a plus compté pour moi que ne l'auraient fait des larmes. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas de l'entendre dire qu'il ne savait pas. J'avais besoin qu'il assume les choses qu'il savait et qu'il avait quand même acceptées. À son crédit, il l'a fait. Il a dit qu'il aurait dû parler plus tôt. Qu'il aurait dû refuser la version du succès qu'ils avaient construite autour de moi. Qu'il aurait dû remarquer ce que ça me coûtait. Je lui ai dit que s'excuser était un début, pas une réparation.
La réparation consisterait à construire une vie où il ne laisserait plus son confort excuser son silence. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que nous avions une chance d'avoir une vraie relation. Non pas parce que tout était réglé, mais parce qu'aucun de nous deux ne faisait semblant désormais. Mes parents, en revanche, ont essayé de faire marche arrière presque immédiatement. Ils sont passés à mon appartement avec des cadeaux. Ma mère a apporté un portfolio en cuir. Elle a dit qu'elle l'avait gardé pour le bon moment. Mon père a apporté une montre qui avait l'air assez chère pour agir comme si l'histoire avait un prix. Ils se sont tenus dans mon salon et ont utilisé toutes les versions du même argument. Nous t'avons toujours aimé. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Nous savions que tu étais forte. Nous n'avons jamais voulu te blesser. J'ai écouté tout ça et ce qui m'a le plus frappé, c'est la prudence avec laquelle ils évitaient toujours la vérité centrale. Ils m'avaient bel et bien blessé, de façon répétée, prévisible et par pure commodité. Et la phrase « nous savions que tu étais forte » était encore utilisée comme un bouclier moral. Finalement, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais pu dire en tant qu'enfant, parce que les enfants sont entraînés à protéger les adultes qui les laissent tomber. Qualifier un enfant de « fort » ne vous donne pas la permission de l'abandonner. Ma mère s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais même ses larmes ne m'ont pas touchée comme elle l'aurait fait autrefois. Je n'étais pas cruelle. J'en avais juste fini d'être manipulable par la culpabilité. Je les ai remerciés d'être venus. Je leur ai dit que j'avais besoin de distance. Quand mon père a essayé de dire que la famille devait rester soudée, j'ai répondu avec la vérité la plus calme que j'avais. Reniflement, la famille ne devrait pas exiger qu'une personne disparaisse pour que les autres puissent se sentir à l'aise. 3 mois plus tard, j'ai déménagé pour mon internat et j'ai commencé à construire une vie qui me ressemblait enfin. Ce n'était pas magiquement facile. Je faisais toujours des horaires impossibles. J'étais toujours fatiguée la plupart du temps. Mais l'épuisement était différent quand il était lié à un but plutôt qu'à la nécessité de prouver que je méritais ma place dans la pièce. J'avais des collègues qui me respectaient, des mentors qui me mettaient au défi avec honnêteté, et un avenir bâti sur un travail que personne ne pourrait réécrire comme étant la générosité de quelqu'un d'autre. Mon frère et moi sommes restés en contact, lentement, prudemment. Il a commencé à faire des choix sans demander d'abord à nos parents de les valider. Il ne s'est pas transformé du jour au lendemain, mais il essayait, et essayer compte quand c'est sincère. Mes parents m'ont envoyé des colis à 2 reprises après mon déménagement. Le premier contenait des mots écrits à la main glissés entre des objets coûteux. Le genre de mots que les gens écrivent quand ils veulent que leur demande de pardon ait l'air bien organisée. Le second contenait une photo de famille encadrée datant de plusieurs années. Une de ces photos de vacances souriantes qui capturent mieux les apparences que la vérité. Je les ai remerciés d'avoir pensé à moi et je leur ai renvoyé les 2. Non pas parce que je voulais me venger une fois de plus, mais parce que guérir n'est pas la même chose que rouvrir la porte aux personnes qui vous ont appris à douter de votre valeur. C'est cela qui, plus que tout, est devenu la leçon de toute cette histoire. Le véritable amour ne tient pas les comptes en fonction de qui semble le plus facile à négliger. Le véritable soutien ne va pas uniquement vers l'enfant qui est le plus bruyant, le plus faible, le plus visible, ou celui qui flatte le plus l'ego des parents. Et être la forte n'est pas un compliment quand c'est utilisé pour justifier le refus de vous donner de l'affection. Beaucoup de gens grandissent en entendant que l'enfant discret s'en sortira très bien. Que l'enfant responsable peut gérer. Que l'enfant mature n'a pas besoin d'autant d'attention. Mais ces enfants s'en souviennent. Ils se souviennent de chaque moment manqué, de chaque excuse pratique, de chaque fois que leur douleur a été rebaptisée résilience parce que c'était plus pratique pour quelqu'un d'autre. S'il y a une quelconque valeur dans ce qui m'est arrivé, c'est celle-ci, la force doit être cultivée, pas exploitée. L'indépendance doit être respectée, pas punie. Et aucune famille n'a le droit de se dire aimante si elle n'investit que dans l'enfant qui lui renvoie l'image qu'elle préfère. Le plus étrange, c'est que mon père avait raison sur un point dans cette lettre. J'ai fini par me débrouiller toute seule, mais non pas parce que sa cruauté m'avait enseigné une noble leçon. Je m'en suis sortie parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de confondre leur approbation avec de l'oxygène. J'ai arrêté d'attendre d'être choisie par des gens qui avaient besoin que je me fasse toute petite pour pouvoir se sentir généreux.
Et une fois que j'ai fait ça, tout a changé. Alors, si vous avez un jour été cet enfant dont tout le monde supposait qu'il s'en sortirait bien, j'espère que vous entendrez ceci clairement, votre capacité à survivre sans aide ne signifie pas que vous en méritiez moins. Et parfois, la leçon la plus importante que la vie nous donne, c'est d'apprendre que notre valeur ne rétrécit pas simplement parce que les mauvaises personnes n'ont pas su la reconnaître.